Rebondissement dans l'affaire Hosni Moubarak. La justice égyptienne rouvre une enquête contre sa personne pour fait de corruption. Dossier Khalifa au Sénégal. L'avocat du maire de la ville de Dakar donne de la voix sur le procès. Puis nous parlerons santé en fin d'édition. Le monde célèbre vendredi la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. La justice égyptienne a ordonné jeudi la rouverture d'une enquête pour corruption contre l'ancien président Hosni Moubarak, récemment acquitté dans une autre affaire, ont indiqué des responsables. Cette décision n'affectera pas celle du parquet de libérer Hosni Moubarak après son acquittement début mars pour la mort de manifestants durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011, ont-ils précisé. Hosni Moubarak, 88 ans, se trouve toujours dans un hôpital militaire du Caire. La nouvelle enquête porte sur des accusations selon lesquelles lui, sa femme, leurs deux fils et leur belle-fille ont reçu des cadeaux du quotidien gouvernemental Al-Ahram d'une valeur d'environ $1 million. En 2013, un juge d'instruction avait accepté d'abandonner l'enquête après que cette somme eût été rendue par les intéressés, mais le parquet a fait appel. Moubarak est aussi visé par une autre enquête pour gain illicite, mais n'a pas été traduit devant les tribunaux pour cette affaire. La Cour de cassation a acquitté en effet le 2 mars Hosni Moubarak pour son implication dans la mort de centaines de manifestants lors de la révolte 2011, mettant fin à la dernière procédure judiciaire visant l'ancien Raïs qui avait régné 30 ans d'une main de fer sur l'Égypte. Dans son ouvrage intitulé Centre du Mali, enjeux et dangers d'une crise négligée et présenté à la presse ce jeudi, le journaliste malien Adam Thiam tire la sonnette d'alarme sur le risque d'un conflit interethnique dans le centre du pays, et ce, alors que des affrontements intercommunautaires ont fait une dizaine de morts dans la région de Ségou ce mercredi. Les événements de Djabali l'an dernier non seulement montrent l'urgence d'agir pour que un conflit qui n'est pas encore un conflit interethnique ne bascule pas. Il y a le fait que l'État a déserté, ne laissant comme interlocuteurs que les djihadistes et les populations commencent à s'accommoder de la présence des djihadistes et même à les trouver plus justes. Et donc c'est ça le danger. Par exemple, la traversée cette année, la traversée du désert qui a été régentée par les djihadistes, s'est très très bien passée, et il semble que certains éleveurs disent « Ah mais il faut que l'an prochain ce soit fait aussi par vous ». Les populations ont besoin d'être rassurées, mais les populations ne peuvent pas être rassurées par des gens qui viennent les prendre simplement sur la base du faciès. Donc il faut des mesures de confiance entre les populations et l'armée. Il faut une véritable collaboration entre l'armée et la population, et on a vu que c'est possible au Niger. L'auteur du livre avertit également que l'absence de l'État risque d'accélérer la formation d'un califat djihadiste au centre du Mali. Tout s'est très bien passé parce que dans la presse manipulée, on parlait de confrontation de tous les dangers. Alors, la montagne a accouché d'une souris. Et la défense est à l'aise aujourd'hui parce que Maï Touré comme Bodian, on dit que le maire n'a jamais vu de facture, s'occupait pas de facture. Le GIE, là, le maire ne le connaissait même pas. Que s'il y a faux, on ne peut pas imputer cela au maire. On lui remettait 30 millions à la fin de chaque mois, comme on le faisait avec Pape Diop, son prédécesseur, comme on le faisait avec Mamadou Diop, et comme on l'a toujours fait. Donc c'est des fonds politiques qui tombent régulièrement à la fin de chaque mois. C'était 40 millions, après on a diminué le montant qui est maintenant de 30 millions. Donc on nous a parlé de détournement de deniers publics. D'abord le maire ne gère pas de deniers pour les détourner. On a parlé de faux, il n'a jamais fait de facture, il n'a jamais fait de commande. On n'a pas d'usage de faux, il n'a jamais usé de
de ces faux, si ces faux existent. Donc le maire est blanc comme neige. Aujourd'hui, on a blanchi le maire de Dakar, qui n'a pas détourné un rond, qui a récupéré de façon régulière, tous les mois, 30 millions, comme ses prédécesseurs. Cet argent-là lui a été versé par le régisseur et le comptable, qui s'occupent, eux, des formalités. De tout temps, avec tous les maires, cela s'est passé comme ça, et ce sont des fonds politiques que le maire recevait régulièrement, pas la formuler immédiatement. Peut-être mardi prochain? Immédiatement? Oui, immédiatement, parce qu'il n'y a plus rien dans le dossier. Le juge aurait dû immédiatement prendre une ordonnance de non-lieu. Parce que ceux qui devaient accuser Khalifa Sall ont dit qu'il n'a rien fait. Qu'il ne peut pas commettre de faux, parce qu'il ne gère pas des bons de commande. Il ne connaît même pas le GIE dont on parle. Et que c'est réflectif. Ce n'est pas son problème. Régulièrement, lui comme ses prédécesseurs, reçoivent une somme déterminée à la fin de chaque mois, considérée comme des fonds politiques. Khalifa Sall a trouvé la pratique. C'est comme ça. Et c'est voté même par le conseil municipal aussi. Journée mondiale de lutte contre la tuberculose ce vendredi. Dans ce cadre, un rapport a été publié sur les nouveaux traitements contre les formes résistantes de tuberculose. Le document révèle que les nouveaux traitements pourraient devenir inefficaces en cas de mauvaise utilisation. Il préconise donc de contrôler davantage la façon dont ces médicaments sont prescrits et administrés, sous peine de voir leur efficacité annulée très rapidement. La tuberculose est une pathologie due à une bactérie qui s'attaque principalement aux poumons. Décrite comme la maladie contagieuse la plus mortelle au monde, elle a fait 1,8 million de victimes en 2015 et 10,4 millions de personnes atteintes. 20% de ces cas étaient résistants à au moins un antibiotique et 5% multirésistants, soit 480 000 cas. Notons que la tuberculose fait des millions de morts, notamment en Afrique et en Asie. La joie est retrouvée chez les apprenants du collège d'enseignement général de Singwe Lego. Nous sommes dans le centre du Bénin. Ce jour est consacré en effet à la réception d'un module de salle de classe d'une caractéristique ergonomique fort acceptable. Il comprend 4 salles de classe équipées chacune en 30 tables bancs plus un bureau pour le professeur et un module de latrine à 4 cabines. C'est le lieu pour nous de remercier la population de Siwe pour les diverses contributions à la mise en œuvre du projet, notamment par la réalisation des fouilles, l'apport de sable de remblai et l'eau. Nos remerciements vont particulièrement à Dak Petekan Kanoumabou, chef de la collectivité Agridinoukoun-Glele, pour tout son appui. D'un coût estimé à environ 27 millions, le joyau fait de la fondation, aux yeux des bénéficiaires, un partenaire de taille. À l'instar des ONG internationales comme Bonfondem, la fondation Adjavon Sébastien Germain s'illustre comme un partenaire majeur de notre collège. C'est un partenaire solide de l'école béninoise qui contribue à l'édification d'une société où chacun bénéficie d'une éducation de qualité et vit dans un environnement sain. Au Bénin, la fondation Adjavon Sébastien Germain est connue pour ses œuvres sociales et surtout la construction des modules de salles de classe dans les écoles et collèges. Je suis dans ma première année d'expérience dans le zoo, mais partout où je passe, je trouve des bâtiments qui portent les griffes de ce digne fils du Bénin. Le président Sébastien Adjavon est considéré comme un natif du zoo par ses œuvres. Je voudrais vous demander de lui transmettre les sincères remerciements de toute la population, de tous les enfants du zoo, de tous les parents d'élèves que je représente ici, pour lui dire que nos attentes sont encore entières. Monsieur le directeur départemental, vos doléances sont bien enregistrées. Et il ne sert à rien de faire un long discours. Que Dieu nous garde. Inlassablement, le périple se poursuit et d'autres collèges recevront la fondation à leur tour les jours à suivre.
À une semaine du 28e sommet de la Ligue arabe qui se tiendra fin mars à Amman, le roi Abdallah II de Jordanie est arrivé ce mercredi soir à Rabat où il a été reçu par le roi Mohamed VI. Ce jeudi, les deux chefs d'État ont inauguré l'Afrique en capitale, une manifestation culturelle qui débutera le 28 mars prochain. Selon ses promoteurs, la dite manifestation ambitionne de faire de Rabat pendant un mois la capitale artistique du continent africain. Selon la presse marocaine, cette visite du roi Abdallah II de Jordanie, qui doit présider le 28e sommet de la Ligue arabe, devait également permettre de renforcer la coopération économique entre les deux pays et aux deux dirigeants de parler de la situation dans le monde arabe. Liées par un accord de libre-échange, les relations bilatérales entre le Maroc et la Jordanie sont encadrées par une soixantaine d'accords, protocoles et mémorandums. Les deux pays font partie de la coalition militaire arabe dirigée par l'Arabie saoudite qui intervient depuis 2 ans dans la guerre civile au Yémen. Soupçonnée d'un délit financier durant son mandat, l'ex-présidente argentine Cristina Kirchner sera jugée selon la décision du juge publiée par le Centre d'information judiciaire. Elle est accusée de préjudice à l'État lors d'une opération de spéculation sur les taux de change réalisée par la Banque centrale en 2015, la dernière de ses 8 années de mandat. Seront également sur le banc des accusés Axel Kicillof, ministre de l'économie de Cristina Kirchner au moment des faits, et l'ex-président de la Banque centrale d'Argentine. Cristina Kirchner a également été inculpée dans 2 autres affaires de corruption. Mais elle accuse de persécution politique le gouvernement qui se défend d'exercer une influence sur la justice. Pour le moment, la date de son procès n'a pas été communiquée. En octobre prochain, des élections législatives de mi-mandat auront lieu et une des incertitudes de la campagne porte sur un éventuel retour au premier plan de Cristina Kirchner qui vit en Patagonie en retrait de la vie politique depuis qu'elle a quitté le pouvoir en 2015. Trois candidats soigneusement sélectionnés par Pékin. Dimanche, un collège de près de 1200 grands électeurs va désigner le futur leader de Hong Kong. Et pour l'activiste Joshua Wong, cette élection n'en est tout simplement pas une. Il s'agit plus d'une sélection que d'une élection à Hong Kong. Il y a un processus d'écrémage pour écarter tous les candidats pro-démocratie. Il faut qu'on récupère nos droits dans cette élection. C'est le premier vote du genre depuis les manifestations de l'automne 2014 qui réclamaient des élections libres. L'échec du mouvement a poussé une partie des Hongkongais à appeler à la rupture avec la Chine, une idée rejetée par les 3 candidats. Une campagne pour l'indépendance n'a pas sa place à Hong Kong, parce que nous suivons le principe d'un pays, 2 systèmes, et Hong Kong fait partie intégrante du pays. Je pense que seulement une petite partie des Hongkongais ont cette idée, et je ne suis pas sûre pourquoi. Une fois que j'assume mon poste, je renforcerai la relation entre Hong Kong et la Chine. Ces prises de position valent à Carrie Lam le statut de favorite de Pékin. Face à l'ancien numéro 2 du gouvernement, celui qui était alors ministre des Finances, John Tsang, se veut plus consensuel et a d'ailleurs reçu des soutiens venus du camp pro-démocratie. L'objectif principal des candidats, c'est d'unir la société. Parmi les 3 candidats, je pense être le seul à pouvoir unir la société hongkongaise. Mais peu importe l'issue du vote, le système prévoit que le vainqueur soit approuvé par Pékin. On a beaucoup parlé de Hong Kong sur la scène internationale, et pour Pékin, c'était pour les mauvaises raisons. Ils veulent que Hong Kong soit bien gouverné, et ils veulent quelqu'un avec qui ils peuvent travailler. Le camp pro-démocratie qualifie l'élection de farce. Il a d'ores et déjà prévu de manifester avant, pendant et après le vote.